Voilà, merci beaucoup, Madame la Directrice, chers collègues et amis, chers participants. Je vais vous présenter d'abord les participants à cette table ronde. Tout d'abord, Monsieur Bruno González Valdelièvre, qui est directeur d'analyse à l'Office antifraude de la Catalogne, en Espagne. Dimo Grozef, expert en activités internationales et protocole Commission for Illegal Assets Forfeiture, Bulgarie. Hervé Lotoque, inspecteur des douanes, douane judiciaire en France. Myriam Ferrante, chef de la division fraude financière, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, France. Marc Simon, commissaire divisionnaire, chef du service central d'analyse criminelle opérationnelle, police fédérale, direction générale de la police judiciaire en Belgique. Et nous devions avoir M. Hogan avec nous, mais je crois qu'il s'est excusé et qu'il n'a pas pu venir. Ah. Alors les intempéries à Amsterdam font que malheureusement, nous n'aurons pas d'Irlandais, donc la table ronde va être assez francophone. Donc, excusez-nous par avance, mais je crois que la traduction simultanée fonctionne fort bien et on les remercie d'ailleurs pour leur travail extraordinaire qu'ils font lors de ces événements. La table ronde ou les tables rondes que nous avons préparées vont fonctionner en deux parties. Dans la première partie, nous allons aborder deux thèmes dont je vais parler tout de suite. Et dans la deuxième partie, nous allons donner la parole aux participants et nous tenterons, avec mes collègues de la table ronde, de répondre aux différentes questions. En préparant la table ronde, nous avons convenu avec Chantal Cutajar de faire tourner cette table ronde autour des recommandations du GAFI. En effet, tout semble converger pour définir ce cadre général et les recommandations effectuées par le GAFI en 2012 comme un cadre général de référence, comme point de départ sur lequel beaucoup de choses peuvent se réfléchir, se développer et se mettre en œuvre. La première question que nous nous posions, c'était de savoir dans les différentes organisations et dans les différentes institutions qui sont représentées par mes collègues, notamment ici autour de la table, dans leur diversité à l'échelle internationale, donc dans des pays différents, dans des champs de compétences aussi différents, comment ils percevaient ces recommandations du GAFI et de manière très concrète, comment ces recommandations du GAFI sont traduites dans leur propre organisation, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour la mise en œuvre de ces différentes recommandations. La deuxième question qu'on leur a posée, et à laquelle ils vont répondre tout de suite, était orientée de manière beaucoup plus spécifique autour du traitement des données, mais plus qu'autour du traitement des données, autour du renseignement, c'est-à-dire de savoir comment les données qui sont traitées sont utilisées d'un point de vue pratique dans leur organisation et comment est-ce qu'on organisait ce traitement des données, ce traitement de l'information, sachant que depuis le début des années 90, le secteur de l'analyse criminelle s'est énormément développé en Europe et dans les recommandations du GAFI, elles ne sont pas exprimées de manière explicite, mais elles sont partout quand même de manière sous-jacente. Alors on se réjouit d'avoir leur avis sur la manière dont ces différentes organisations structurent leur information, structurent leur traitement des données et produisent du renseignement. Alors, je vais commencer ce tour de table par Myriam Ferrante, honneur aux dames. Je voudrais juste rappeler aux participants qu'on va tenir le timing. Les montres suisses fonctionnent bien et on va faire respecter les montres suisses. Et donc chacun a environ une dizaine de minutes pour s'exprimer. Ils recevront un carton rouge s'ils dépassent ces 15 minutes, sachant qu'évidemment nous avons sélectionné aussi les participants que vous connaissez par ailleurs parce qu'ils ont donné des cours, pour leur capacité d'animation, pour leur enthousiasme, qui est en règle générale une qualité, mais parfois qui peut être un défaut quand on ne s'entend plus parler et que voilà, on continue. Alors, j'ai mon collègue Marc Simon avec lequel je fais des tables rondes depuis des années. Et je le connais bien, donc comme je l'ai mis à côté de moi exprès, comme ça je vais pouvoir couper son micro si jamais c'est nécessaire. Voilà. Alors Myriam, je te cède la parole au premier. Bonjour à tous, alors je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Donc je travaille à la direction des enquêtes douanières à Ivry et je suis chargée de la division des fraudes financières.
fraude financière douanière, c'est-à-dire nous travaillons essentiellement à partir des constatations des MOD frontières qui sont réalisées par les services de ligne. Alors, en quoi ces enquêtes que nous menons a posteriori concourent à la mise en œuvre des recommandations du GAFI? À travers, j'ai retenu 2 idées forces qui me semblent devoir promouvoir, surtout dans cette assemblée. C'est au-delà même de la coopération prônée par la recommandation numéro 2, la complémentarité nécessaire entre les services. On a entendu tout à l'heure la police et la gendarmerie. Nous, douaniers, comment pouvons-nous ensemble concourir au démantèlement de filières, d'organisations criminelles et mafieuses? La douane a sa pierre, bien sûr, à apporter. Et on s'aperçoit qu'à travers un simple manquement à l'obligation déclarative, eh ben, on a derrière un panel, une palette extrêmement large d'infractions qui sont commises par les détenteurs et les transporteurs de fonds. Parce que de nos jours, transporter plus de 10 000 euros, 100 000, 200 000, 300 000 euros dans sa petite valise, ça révèle une infraction sous-jacente, et on s'aperçoit qu'il y a nécessité de mettre en œuvre cette complémentarité au quotidien dans nos enquêtes. On ne trouve pas toujours une infraction douanière, on n'arrive pas toujours à notifier une infraction de blanchiment douanier au 415 parce qu'on n'a pas tous les éléments constitutifs de l'infraction, mais par exemple, on va pouvoir, à travers du MOD, avoir une palette. Alors pour un exemple, on a eu, à travers du MOD, l'enquête, le début de l'enquête et le développement de l'enquête. On aboutit à des fraudes fiscales sur la même société, on aboutit à du travail clandestin, et on transmet. Comment transmettre ces informations pour que ces infractions ne restent pas impunies? Donc on a beaucoup travaillé avec l'OCLTI, l'Office central de lutte contre le travail clandestin, avec les différents offices de lutte contre les fraudes financières, la corruption. Voilà, donc on essaye de mettre cette complémentarité en œuvre, nous, à travers l'article 40, avec la mise en œuvre donc la dénonciation à parquet. On essaie de sensibiliser les magistrats, on va leur présenter, ou le parquet, leur présenter nos affaires. Et voilà, et d'avoir un travail commun, complémentaire entre les différents types de pouvoirs à mettre en œuvre pour qu'on ait un démantèlement complet des organisations criminelles ou différents types d'infractions. Donc cette complémentarité, c'est une priorité de notre service, très clairement. Donc, il y a aussi des enquêtes que nous réalisons, des enquêtes d'initiative et qui concourent dans ce but. Donc, on a différents outils. On a l'article 40, on a le SNDJ, les offices, comme je l'ai dit, et des outils à partager, une connaissance. Nous agissons en matière, en enquête administrative. Donc, nous avons une certaine liberté d'action dans nos enquêtes. Elles n'ont pas les moyens que peuvent développer aussi les enquêtes judiciaires. Donc voilà, le fil doit être tiré avec tous les intervenants pour pouvoir exploiter une infraction qui peut paraître anodine et qui peut révéler des fraudes importantes.
Donc, nous faisons aussi des enquêtes, comme l'avait remarqué, des enquêtes patrimoniales, à partir des fois d'un simple MOD à 10 500 € avec quelqu'un qui est aux minima sociaux. On peut se rendre compte que l'environnement financier derrière est propice à des investigations supplémentaires. Pour ne pas être trop longue non plus. Donc voilà, cette recommandation numéro 2, GAFI, nous semble essentielle dans les fraudes financières, et il nous semble essentiel de la faire vivre à travers tous les instruments juridiques et l'ensemble de la volonté des différents acteurs institutionnels. Nous mettons en œuvre aussi, bien sûr, d'autres recommandations GAFI, les enquêtes patrimoniales, et aussi la définition, ce qui nous semble essentiel maintenant dans les standards GAFI, et la nouvelle méthode d'analyse de l'évaluation GAFI, c'est-à-dire l'efficacité. Quelle efficacité avons-nous dans la mise en œuvre de nos pouvoirs? C'est l'évaluation du risque. Alors oui, en France, on a un risque important qui n'est pas partagé par les autres États membres, c'est l'utilisation du chèque, cet instrument financier, qui est barré, non endossable, et puis dès qu'il franchit une frontière, il n'est plus barré, il devient endossable. Donc c'est un risque important de fraude financière et que nous devons prendre en compte. Voilà, la France sera évaluée en 2017, 2018, et voilà, il y aura certainement, ce sera un risque important et les différents acteurs devront répondre des mesures mises en œuvre. Ensuite, je voudrais juste ouvrir puisque dans une université on peut le faire, quelques pistes de réflexion concernant le deuxième point, c'est-à-dire sur lequel nous devrions nous appuyer pour mettre plus efficacement les recommandations GAFI en œuvre, outre la complémentarité, la cohérence de notre action et surtout en matière, dans l'espace européen. Pourquoi? Parce que le règlement pose encore des difficultés. Le fait que le transporteur, une personne physique, alors c'est l'article 3, toute personne physique, ce qui nous exclut du fret et du colis postal. Nous avons fait une expérimentation en France, à l'instar d'ailleurs, je crois, des douanes néerlandaises, pour tester combien on avait d'argent non déclaré dans le fret, et puis on trouve beaucoup. Alors la France, on peut relever encore, on a l'or dans l'obligation déclarative. On trouve des lingots d'or qui transitent. Voilà, alors par hasard de Suisse en France, par des colis postaux. Là, on peut effectivement s'interroger sur cette disposition du règlement qui exclut de fait le fret postal, le fret et le courrier du champ de l'obligation déclarative, et qui pose des problèmes. Un autre une autre réflexion, c'est alors peut-être c'est le niveau des sanctions, qui sont appliquées, et sur lesquels, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre, c'est ce à quoi les infracteurs, les criminels sont le plus sensibles, c'est-à-dire la confiscation des avoirs, les sanctions qui vont être infligées. Donc, comment développer des sanctions ou des sanctions administratives ensuite de consignation pour avoir le CMF, le Code monétaire et financier, nous limite en France à un quart de la somme saisie, donc 25%, et
lorsque on peut prouver une infraction connexe, enfin douanière, demander la saisie totale de la somme. 25%, est-ce que c'est pour nous suffisant? Est-ce que, enfin, voilà, c'est une piste de réflexion. Enfin, voilà, c'était l'idée, pour ne pas être trop longue, c'est que je voulais défendre ici 2 idées pour la mise en œuvre des recommandations GAFI, la complémentarité des services dans leur action et une cohérence d'action au niveau européen, d'avoir un règlement qui nous permette d'avoir une évaluation du risque propre à chaque pays. La définition du champ de l'obligation déclarative pour la France n'est pas suffisante, ne correspond pas à nos besoins. Donc, est-ce que des modalités pourraient être trouvées? Et d'avoir une cohérence dans l'action, c'est-à-dire entre pays européens, de pouvoir relever des manquements à l'obligation déclarative, ce n'est pas le cas. Et voilà, une cohérence réglementaire et une complémentarité, ça me paraissait 2 idées fortes que nous souhaitons défendre dans mon service. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup Myriam. Ce qui frappe en lisant les recommandations notamment, puis en écoutant Myriam, c'est vraiment le nombre de dimensions sur lesquelles ces recommandations nous entraînent. Et on voit que les problèmes à résoudre sont vraiment multiples et que, comme tu disais, l'idée de la cohérence est une idée absolument centrale dans toutes les réflexions menées. Alors, on va passer de la France et des douanes à la Belgique, à la police fédérale, avec Marc à mes côtés. Voilà, donc, comme chacun le sait, donc, depuis 2001, j'ai l'honneur de diriger l'unité centrale d'analyse criminelle opérationnelle au sein de la police judiciaire fédérale belge. Donc, mon discours sera fait en 2 parties, brosser un petit peu l'état de l'évaluation de la Belgique par le GAFI, et alors accentuer l'importance de l'utilisation de l'analyse financière criminelle en soutien de vos investigations, puisque vous le savez toutes et tous, que durant cette formation, vous avez pu constater que c'est mon dada et que c'est ma véritable passion. Donc, bien évidemment, la Belgique est membre du GAFI, comme vous le savez. À ce titre, elle a fait l'objet d'une procédure d'évaluation mutuelle en 2014, et le rapport était présenté à la plénière du GAFI en février 2015, et le rapport définitif sera publié sur le website, le site de GAFI, au printemps 2015. Alors, d'une manière générale, le cadre juridique belge est jugé largement conforme aux recommandations du GAFI telles qu'elles ont été revisitées en janvier 2012. Certains manques identifiés seront comblés ou devraient être comblés par la transposition d'une 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment qui, normalement ou probablement, sera adoptée en avril et qui sera transposable dans notre droit national dans les 2 ans qui viennent. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les évaluateurs du GAFI ont cependant, et à juste titre, souligné que si le cadre juridique est conforme, son application effective n'a pas toujours été prouvée, notamment en termes de condamnation effective, en termes de flux d'enquête, en termes de nombre de confiscations. Et quels sont ces points qui ont été identifiés et qui pourront également vous aider, vous, les différents pays d'Europe qui seront appelés à être évalués par le GAFI? C'est que la priorisation des risques et l'allocation des ressources sont totalement insuffisantes donc au niveau belge, qu'il y a une absolue nécessité d'une meilleure coordination, notamment avec le secteur privé, qu'il faut absolument renforcer le contrôle des autorités du secteur financier, qu'il y a énormément d'insuffisances et de risques au niveau de prestataires de services, on en a parlé de transfert de fonds, mais également de certains bureaux de change, puisque ce sont quand même des acteurs qui présentent des risques en raison de l'utilisation d'espèces pour leurs opérations. Qui plus est, il y a un manque flagrant d'engagement du secteur non financier dans l'application de la loi anti-blanchiment et notamment peu de déclarations de soupçons, et je pense notamment aux avocats et aux casinos. Alors le secteur diamantaire, n'oublions pas que le secteur diamantaire en Belgique représente 5% du produit intérieur brut. Eh bien ce secteur diamantaire ne se s'est pas doté des mesures nécessaires pour limiter les risques de blanchiment qui pourtant sont extrêmement élevés dans ce secteur. Ce qui veut dire que les déclarations suspectes sont inexistantes et que le nombre d'enquêtes et de condamnations sont insuffisantes au regard des risques identifiés pour ce secteur. D'ailleurs,
la semaine dernière, un article a été publié dans un hebdomadaire posant la question de la collusion possible entre le monde politique et le secteur alimentaire par rapport aux mesures prises à son encontre. La nécessité également d'allouer plus de ressources pour le contrôle des limitations de paiement en espèces. Alors Thierry l'a bien fait remarquer lors de son cours, lors de la première semaine, ce sont les problèmes qui sont liés à l'information sur les bénéficiaires effectifs. Le manque flagrant, mais je peux vous dire très flagrant, de ressources pour les autorités pénales et judiciaires. C'est ainsi qu'en Belgique, en 2015, nous n'avons toujours pas de parquet financier. Pour vous donner un ordre d'idée, pour la région capitale Bruxelles et région wallonne, qui représente 4 millions d'habitants, il n'y a uniquement que 5 juges financiers. Donc vous représentez la charge de travail que cela constitue pour chacun de ces juges, et qui plus est, lorsqu'ils sont de garde, sont susceptibles de pouvoir réellement prendre en charge d'autres dossiers de droit commun, comme des dossiers d'homicide. Donc un manque flagrant de ressources pour ces autorités judiciaires. On a évoqué également tout à l'heure la difficulté et donc les problèmes dans la récolte de statistiques qui permettent d'évaluer justement son action. Pas de statistiques centralisées, notamment au niveau de la collaboration internationale. Notre secrétaire d'État de lutte, puisque nous avons un secrétaire d'État de lutte contre la fraude fiscale et sociale, n'a aucune compétence en matière de justice, ce qui est quand même assez particulier. Bon, nous avons quand même certains résultats qui sont bons, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme, via une bonne coordination des autorités responsables et connaissance des risques actuels. Et là, je peux en parler à mon aise, puisque la grande partie de mon travail actuellement est justement de travailler contre le terrorisme et le financement de celui-ci, et notamment dans le cadre de départ de jeunes djihadistes dans les zones de conflit Syrie et Irak, et alors également une bonne compréhension des risques par le secteur financier et de mesures préventives. N'oublions pas la prévention, l'importance des mesures préventives prises en conséquence. Ce qui a pour résultat que la Belgique va être placée en procédure de suivi renforcée, ce qui sera une première dans notre histoire. Donc nous ne devons pas être fort fiers de notre travail. Mais pour y répondre, la Belgique, donc à travers les différentes autorités politiques, judiciaires, administratives, etc., s'est engagée véritablement à suivre les recommandations du GAFI. Et d'ailleurs, c'est une priorité qui est établie dans le cadre de l'accord du nouveau gouvernement, à travers un collège de coordination. Et à cet effet, il y a quelques jours, notre secrétaire donc, de lutte contre la fraude fiscale et sociale grave a établi un récent plan antifraude en 15 points. Et notamment, un point qui est important, c'est de pouvoir donner au milieu de la justice le droit d'injonction positive pour initier des enquêtes de fraude fiscale. Également de relier les différentes bases de données existantes des autorités fiscales avec les autres bases de données. Contrôle systématique des activités des entreprises. Très important aussi, c'est la protection des enquêteurs contre les menaces. Des enquêteurs qui travaillent dans des dossiers graves de corruption et de lutte contre le blanchiment sont souvent l'objet de menaces contre l'intégrité physique. Voilà, donc ça c'est, disons, une petite synthèse sur l'évaluation du GAFI sur la position de la Belgique. Alors, de manière concrète, les services de police travaillent de quelle manière? D'abord, ils ont inscrit ces phénomènes de lutte contre la criminalité économique et financière dans leur plan national de sécurité d'une durée de 4 ans, qui se traduit par la définition, au travers de plans d'action, d'objectifs stratégiques et d'objectifs opérationnels, avec également la détermination d'indicateurs de suivi, d'indicateurs de performance et surtout d'indicateurs d'évaluation pendant et après notre action. La création, évidemment, d'équipes pluridisciplinaires appelées MOTEM, qui seront bientôt transcrites dans un texte réglementaire, un arrêté royal, donc équipes pluridisciplinaires qui auront pour mission de lutter contre la criminalité économique et financière, la criminalité informatique et le financement du terrorisme, en intégrant dans ces équipes, évidemment, différents experts, enquêteurs, analystes, etc. Et bien évidemment, je souligne aussi l'action de notre direction centrale de lutte contre la criminalité économique et financière, qui a, comme mon service, rejoint le 1er octobre 2014 une nouvelle direction centrale de lutte contre la criminalité organisée grave dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire criminalité contre les biens, criminalité contre les personnes,
criminalité organisée et criminalité économique et financière, et où mon service analyse opérationnelle est installé. Voilà, donc ça c'est pour au niveau timing. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qui me préoccupe le plus et sur lequel nous devrons encore travailler dans les années futures, c'est l'analyse criminelle et plus particulièrement l'analyse financière criminelle. Son origine, son développement, sa structuration. En fait, déjà en réponse à des recommandations de l'Union européenne au début des années 90, l'Union européenne préconisait le recours à l'analyse criminelle et aux investigations financières afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, le terrorisme. C'est pour ça que la Belgique y a répondu en implémentant l'analyse criminelle dans sa forme opérationnelle et stratégique dès 1992, ce qui explique qu'on a pu développer durant toutes ces années une certaine expertise et qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui. Mais petit à petit, ces deux outils que sont l'analyse et les investigations financières se sont imposés progressivement, mais il fallait absolument établir entre elles une véritable synergie. Il fallait absolument les associer afin d'en tirer une pleine et meilleure efficacité. Et c'est ainsi que la Belgique, au début des années 2000, s'est associée au développement de l'analyse financière criminelle, donc l'analyse criminelle en appui des investigations financières, au travers de 3 projets européens dont je vous ai expliqué l'historique lors de la formation, c'est-à-dire Falcon et 2002 sur la conceptualisation et le développement de l'analyse financière criminelle, Agis en 2003 sur le développement d'un modèle européen de schéma directeur de formation, et Agis 2004 qui portait sur la rédaction d'un guide méthodologique et des bonnes pratiques de l'AFC. En plus de cela, nous avons inscrit ces objectifs dans nos différents plans d'action de mon service. Alors, l'analyse financière criminelle, c'est quoi? De par ses caractères, n'oublions pas, opérationnels, tactiques et stratégiques, conjugue une méthode de travail rigoureuse que je vous ai enseignée à l'aide de Quentin Rossi de l'Université de Lausanne, des techniques de raisonnement propres, des outils avancés de gestion, de traitement, de visualisation, d'analyse et d'interprétation d'un flux énorme d'informations, ce qui est le cas dans les gros dossiers de criminalité organisée dans ses dimensions économiques et financières, et qui permet l'élaboration d'hypothèses de travail et des suggestions d'enquête. Avec quel objectif? Reconstituer bien évidemment le scénario des faits et les flux d'argent, comprendre le fonctionnement des réseaux et des organisations criminelles, étudier l'ampleur et les caractéristiques des activités observées et de définir enfin pour nos autorités politiques, judiciaires et policières des priorités de lutte afin de permettre une action judiciaire efficiente. Mais que fut le premier défi? J'appelle ça le facteur critique de succès numéro 1. Il fallait absolument dynamiser cette nécessaire relation, collaboration entre analyse criminelle et enquêteurs financiers au travers de l'analyse financière criminelle. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en place de l'analyse financière criminelle en Belgique, sur le plan organisationnel, il a fallu absolument décloisonner complètement ces deux métiers, chacun de ces métiers ayant leur propre positionnement, leur propre manière de fonctionner, leurs propres techniques et outils de travail. Donc un mot important, décloisonner, de manière de travailler de manière transversale. Le deuxième facteur de critique de succès, et on l'a vu lors de cette session, c'est qu'il faut viser à une meilleure connaissance par les analystes des besoins et attentes au niveau des investigations financières, et d'autre part, d'expliciter aux enquêteurs financiers la réelle plus-value que peut apporter l'analyse en termes de méthode, d'outils, de techniques de travail et surtout en termes de résultats. Il a été constaté dès le début, et Olivier est présent pour le dire, un manque manifeste de connaissances de base, de fondamentaux, comme disent les Français, par les analystes en matière économique et financière, et plus la crainte par rapport à ces matières, donc on parlait d'aridité, de complexité, etc., et d'autre part, un manque de connaissances de la part des enquêteurs de ce que pouvaient leur apporter les analystes dans le cadre de leur travail de tous les jours. Eh bien, ce vide fut comblé en Belgique par la création d'un module spécialement dédié à l'analyse financière dans la formation de base des nouveaux analystes et dans le cadre de la formation continuée des analystes criminels déjà en fonction. Ce qui leur permet d'intégrer de manière aussi efficace et optimale les résultats de l'enquête tactique classique au sens strict du terme et également les résultats de ces enquêtes financières. Et d'autre part, pour les enquêteurs, nous avons introduit un module d'initiation à l'analyse criminelle qui leur permet de cette manière de mieux connaître la méthodologie de travail de ces analystes
la procédure de mise en œuvre et les critères à respecter au travers d'un Service Level Agreement et la manière aussi d'expliciter clairement quels sont leurs besoins et attentes pour un résultat efficace. La détermination de bons canaux d'information et surtout les rôles et responsabilités des différentes parties. Alors le facteur numéro 3, pour être plus efficace, c'est le niveau d'intégration. 3 niveaux d'intégration au niveau des analyses financières criminelles. Soit il travaille de manière autonome, c'est-à-dire il accomplit ses tâches sans assistance particulière, ou bien il travaille en assistance en concours ponctuel, mais sans être directement impliqué dans le traitement du dossier, ou en réseau, c'est-à-dire intégration à un groupe d'enquête de manière continue pour un travail en collaboration. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est une nécessaire collaboration entre tous les acteurs de l'enquête, magistrats, enquêteurs, experts et analystes, qui se traduit par une véritable synergie, j'ai beaucoup insisté là-dessus lors de la formation, une véritable compréhension mutuelle, une communication cohérente et fluide, et surtout une réelle relation de confiance. Donc aujourd'hui, en Belgique, après quelques années d'expérience, je peux dire que l'analyse financière criminelle est utile particulièrement dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment d'argent, les fraudes organisées ou encore le financement du terrorisme, pour reconnaître les indices, les indicateurs, analyser les dépôts, les transactions, analyser les structures d'entreprise, analyser les revenus et les avoirs cachés, donc le patrimoine. Donc oui, à la demande d'Olivier Ribaud, à sa question, l'analyse financière criminelle est bien un outil important d'appui à l'enquête. À ces différents acteurs, donc magistrats, policiers, douaniers, fiscalistes, professionnels du chiffre, mais surtout aussi en termes de connaissances au niveau stratégique. N'oublions pas cet aspect du niveau stratégique, connaissance des phénomènes criminels comme le blanchiment, fraude fiscale et sociale grave, etc. Donc phénomènes contre lesquels nous sommes appelés à lutter chaque jour, davantage. Alors ma conclusion et la préconisation, et tant que je vivrai, je le dirai et je le répéterai, la nécessité de continuer à promouvoir au niveau européen l'implémentation d'unités d'analyse au sein de nos organisations respectives, au sein de chaque... Voilà, ainsi que l'utilisation beaucoup plus systématique de l'analyse financière criminelle en soutien des investigations financières, et ce, afin de mieux lutter contre la criminalité organisée dans ses dimensions économiques et financières. Merci pour votre attention. Merci pour la clarté de ton exposé. Merci aussi d'avoir exprimé un certain nombre de difficultés relatives à la mise en œuvre de ces recommandations, difficultés qui ne sont pas dues à un manque de bonne volonté, aux efforts, etc., mais aussi peut-être à la complexité des problèmes auxquels on fait face, et qui met en évidence aussi le besoin d'une recherche associée à toutes ces dimensions. Et merci aussi d'avoir identifié un certain nombre de fonctions, de champs parmi ces champs de recherche, dont l'analyse criminelle qui nous tient à cœur tous les deux. Je me tourne à ma gauche vers Hervé, dont je sais que c'est un passionné de nouvelles technologies. Alors, je ne sais pas s'il va orienter son exposé sur les nouvelles technologies, mais c'est aussi un des aspects particuliers de la complexité à laquelle nous sommes confrontés. Hervé, je te cède la parole. Merci à tous. I'll do my statement in English if you don't mind, in order for you to change it, to wake you up, so you can take off your helmet, headphones. So first, a little presentation of my unit. I work for the SNDJ. It's a French directorate for judicial and customs investigation. It's a unit that was created in 2001, and we have 200 agents all across France, 100 at our headquarters in Paris, and we have 100 in 9 main cities of France. We work for the French customs. We have a national competence. It means that I can work everywhere in France without any problem. We are only 200, and in order to let you know the scale of that, we have 16,000 agents all across France. So only 200 works on a judicial investigation. So it's also a problem. We'll see that after. The particularity of our unit is that it's headed by a magistrate. In 2001, it was a very new concept in France to give the authority of such a unit to a magistrate, and it's still a challenge. Do believe me.
So we work on behalf of the French customs, but another particularity of my unit is that we can't work on our own initiative. We have to wait for an order of a prosecutor or a judge. So no initiative of the investigation. And this is another problem for us if we want to fully comply with the FATF recommendation. We work on judicial investigation, and we have also a limited field of crimes that we can investigate. The traditional customs affairs, like tobacco and alcohol smuggling, the counterfeited products, money laundering, and the protection of the financial interest of the EU. And we also work a lot on VAT fraud scam. So it's a big part of our activity, and we spent the last 4 years working on the, and we still have investigation pending on it, but we've worked a lot on the VAT fraud based on the carbon market till 2009. So we are like a theme park. We are a theme police. We don't have a global competence on every crime. We just work on this. And we work on goods flows, and money flows. So we have a natural and historical position in our activity on what the FATF recommends, of course. So how do we deal with that? We rely on the FATF recommendation, first of all, because France is part of the FATF, so we are necessarily compliant. We work closely with our FIU, TRACFIN it's called, especially in the fact that we lead the investigation that TRACFIN sends to the prosecutor, and so we follow their own investigation and we put them on a judicial point of view. But this is very important. We also try to send information to them. So once we collect intelligence that could be interesting for them, we also send information to our FIU. Every case in our unit has a money laundering facet. Every investigation, we always try to focus on this point of view, always. So basically what we do every time is money transfer investigation, bank statements, control of invoices, etc., etc. So it's really in the heart of our activity. And the last point of view is that every case that we investigate has a detection and identification of criminal assets in order to seize them and to confiscate the crime product, of course, things that you all know. What I wanted to do is a short focus on a recommendation 32, a focus on cash couriers. As Miriam said, historically on the customs point of view, it has always been a good part of our activity, because we do border control, so it's quite easy for us to control the cash couriers. Since what we call the Perben II law in 2004, our unit has focused on the failure to declare this special crime, what we call in French MOD, manquement à l'obligation déclarative, which is the obligation of declaring the funds that you carry if they are superior to 10,000 euros. Just a few stats about that. In 2014, so last year, we had 600 new cases at our unit. Compared to 200 agents, we had 600 new cases. 134 of them were linked to cash couriers. So it's something like 20%. 81 of them were failure to declare. So it had to see with the border control. And 25 of these 81 cases was related to drug smuggling. 53 of these new cases were cash courier with no border control. And this is very important because
you can focus on the cash couriers by the border control, but you can also control them inside the country with no border control. 4 of the 53 cases were related to drug smuggling, and 26 directly connected to tax evasion. So it illustrates the panel of crimes that we can detect using this special crime. So just one example, in December 2013, we detected the car, the custom patrol detected a car in Toulouse, so inside the country, with a few amount of money. It was 100,000 euros. But officially there were no declaration of money because there were no border crossing. So it was difficult for us, first of all, to legitimate an investigation based on this. But we found 1 gram of cocaine inside the car. So yes, just 1 gram, international traffic. But it was enough for us to open an investigation based on money laundering of drug trafficking. So the investigation started like this, and during a year we did the bank statement investigation, everything, and a year after that we seized 1.2 tons of hashish directly related to this precise control. So it really shows you the way that we deal with this MOD, failure to declare, investigations. So what about AFC in our activity? I would be very rude and impolite to add something to the brilliant expose that Mark did, and they are very specialist at that. We have only 200 agents, so it's quite difficult for us to deploy a unit that is specialized in this AFC. So we have only 2 people, so it's 1% of our agents that works on this topic. Concretely, we don't have any direct influence on what the FATF does and the recommendation, we have to be honest. But we have a certain influence on the way that the financial investigation is made at a national level. We are at the origin of 3 main jurisprudences in France related to the financial investigation. First of all, the legal use of technical device to identify drug particles on the banknotes, for example. So the legal use is now approved by the jurisprudence. We also, one of our case was the basis of the legal validation of self-money laundering, which means that you can launder your own crime, which was not very obvious at the beginning. So you can arrest people and charge him for money laundering of its own crimes. You don't need a third person to do that. And the third one was the legal validation of money laundering in flagranti, directly connected. Okay. So this is the way we deal with that. And I want to conclude this with 3 difficulties that we found doing this type of investigation. The first one is that we have to deal now with, and Marc Simon said that too, we have to deal with a huge amount of data in our investigation, bank statements, invoices, etc., telephony. So it's very difficult now to handle such a huge amount of data. It becomes a very big problem for us. All these data, they are sent to us in different formats, like PDF, papers, Excels, etc. And you always have to adapt yourself to these new formats, so it's kind of complicated. Difficulty of analysis behind. And one last thing, and we are inside the university, and I want to conclude on that. There is a certain paradox when we try to enhance our capacity of investigation.
sometimes it's problematic, and I want to talk about the FATCA treaty, the automatic exchange of informations. It's a very good concept and it's a very good tool. Of course, we want to get some more info from different countries and collaboration. But the problem behind that is that the bad guys, they are moving to other countries. Especially now, they move to the Far East, like China, etc., etc. But now they're moving to Africa, countries where we have a lot of problem to get information. So this is always a balance of what you do in order to get some more information and to enhance the collaboration between the countries, and its dark side effects. Thank you for your attention. Merci Hervé. À l'intérieur du cadre offert par les recommandations du GAFI, nous avons montré quelques spécificités des douanes et la nécessité parfois de se concentrer sur certains types de problèmes et certaines méthodes pour obtenir des résultats. Aussi sur la culture ou la tradition que peuvent nous amener les douanes à bord des questions financières et notamment du volet financier des investigations qui n'est pas forcément naturel dans d'autres organisations, d'où la parfaite complémentarité en fait entre les différents intervenants qui chacun aborde quelques facettes du problème et qui en complémentarité peuvent nous faire émerger les solutions les plus efficaces. Je vais passer la parole maintenant à Dimo qui va nous faire voyager en Bulgarie, on se réjouit. Hello, is it working? Yeah. I'm a representative of the Bulgarian Asset Recovery Office, and as such, our office is responsible for identifying and tracing, of course, and confiscating the assets which are of illicit origin. So in that sense, I would like to share with you some thoughts about the confiscation as a tool of tackling crime. And in that sense, confiscation of property acquired through crime and forfeiture, and the forfeiture of illegal assets are the instruments for active counteraction of serious crimes that are of nature to generate economic gain for their perpetrators or third persons. The application of such mechanisms require a firm political will and particular governmental policy to combat crime. It's grounded on the awareness of an existing high risk of growing organized crime and corruption and the perception of its negative effect on the governance and economic development of the country. Economic and organized crime, corruption and money laundering pose a very serious threat to the countries across the world. First of all, they undermine the public trust in the rule of law and the institutions of governance and ultimately weaken civil society, the protection of human rights and the prospect for economic development. So it's very important to strengthen the current systems to trace, seize and forfeit proceeds of crime. And strengthening the current systems is a matter of urgency and one of the crucial steps towards the implementation of Bulgaria's priority, and that is preventing and combating organized crime and corruption, reinstating justice and compensating the victims of crime. Following the recommendations set by the FATF, the Bulgarian authorities took legislative measures in order to introduce the non-conviction-based confiscation, which in its nature is a civil confiscation without the requirement of a final conviction. This provides us with a more efficient and mechanism in order to tackle economical crimes, especially money laundering and financing of terrorism. Other step that was undertaken by the Bulgarian authorities was the inclusion of a definition of property which is subject to security measures and confiscations. And these things were stipulated in the Forfeiture of Illegally Acquired Assets Act, which came into force 2 years ago. Other actions that were undertaken was the envisagement of distinct provisions and adequate procedures for protection of the rights of bona fide third parties and the great efforts made by the authorities to increase the number
of provisional measures applied and the volume of the forfeited assets. This, of course, was helped by the use of the powers currently vested to us by the newly adopted legislation, which offers us a relatively broad authority to seize and confiscate. But it's very important to say that essential to our work is the sound cooperation with other law enforcement authorities, because as more or less administrative body, we don't have investigative functions and powers by our own. So it's very essential to cooperate with the other state authorities and like the Financial Investigative Unit, the State Agency of National Security, the police, of course, the Customs and the National Revenue Office. As about the international cooperations, we experience a lot more challenges because of the nature of our proceeding, which is non-conviction based. So occasionally we have some refusals, but it's still important to note that we have a good partnership with our partners in the member states, and this is essential into combating transnational crime. Of course, I have to mention also that we still have to improve, especially tackling the deficiencies in criminalization of money laundering, predicate offenses and to money laundering, as well as terrorist financing, which, if it's left without improvement, may limit the ability to seize and to confiscate. So this was about how we see the FATF recommendations, and in brief, what we have done. About the financial crime analysis, I would like to share some thoughts again. And given the increasing risk of penetration of the illicit economy by serious and organized crime, financial crime analysis is an essential tool of modern and effective response to criminal threats, including terrorism financing. It can provide new prosecutable evidence of criminal activities. It could map the entire criminal networks, including in their transitional ramifications, and it's key in developing preventive and proactive actions through the design of detection and monitoring tools. An effective and comprehensive financial investigation bears a proactive and preventive added value. It is an important tool to detect money laundering, terrorist financing, and other serious crimes. But of course, it can be used against all criminal markets. In many cases, the financial crime analysis is necessary for the development of evidence against sophisticated, high-level criminals with a view of dismantling transnational and organized crime networks. Its benefits are obvious in assisting the criminal investigation against all serious and organized crimes by mostly identifying the motives, the associations, and links to people and places, identifying the use of other services such as phones, transport, and amenities relevant to the case, locating or identifying suspect witnesses of victims, providing information on a suspect's movement, which is, of course, proactive covert use of financial information, providing information to address the issue of prolific and priority offenders where no previous method has been successful. We have to mention that more mobile and more flexible and better integrated into international criminal networks, organized criminals now seek, given the increasing pressure of law enforcement, to better penetrate the legal sphere so as to develop their predatory activities. The advantages of the economic and financial sphere are clear. There are no fingerprints, no DNA, no trace at all. However, as criminals learn to rely on financial transactions and economic relations, so the financial system and an overall economic environment now provide concrete opportunities to tackle organized criminals. If the penetration of the illicit economy by modern criminal threats is clearly acknowledged, white-collar crimes remain difficult to prosecute, hence a growing gap between evolution of modern-day criminals and the law enforcement response. Thus, the need to step up capabilities and know-how in the domain, fortunately, convinced the EU states to agree to make financial investigation as a fundamental component of all counter-terrorism investigation. Thank you very much for the attention. Merci
Merci Dimo pour avoir apporté tous ces éléments spécifiques, les questions de base légale, la question de la corruption, la dimension internationale bien entendu, la distinction aussi intéressante que tu as faite entre l'analyse des risques et l'administration des preuves au travers des investigations et le support que l'analyse criminelle peut apporter dans ces deux facettes du traitement de l'information et du renseignement. Voilà, on va partir au soleil probablement, du côté de la Catalogne, avec Bruno, qui va conclure cette table ronde. Merci Olivier. Je vais commencer avec une toute petite remarque très personnelle. Pour moi, le CEIFAC a toujours été le contexte où j'ai été confronté à des défis depuis 2012, quand j'ai intégré le comité de pilotage, jusqu'à aujourd'hui, en ce colloque final, où je suis confronté à un double défi, celui de répondre aux questions posées par Olivier. Et c'est un défi parce que, comme je vais expliquer tout de suite, l'Office antifraude de la Catalogne ne se situe pas vraiment à l'intérieur du périmètre conceptuel et opérationnel délimité par les recommandations du GAFI, et de faire ceci dans le temps qui m'a été attribué, de peur de me voir adresser un carton rouge. Donc, je vais d'abord rappeler brièvement ce que j'ai expliqué à beaucoup d'entre vous hier au sein du CEIFAC. L'Office antifraude de la Catalogne est une institution très jeune, créée légalement en 2008, opérationnellement qui a commencé à fonctionner vraiment, nous pourrions dire qu'en 2012, et dont la mission est quelque peu particulière. La mission de l'Office est la prévention et l'investigation de la corruption, mais d'un type de corruption assez spécifique. Il s'agit de faits conceptuables au sens très large comme de la corruption, l'usage ou l'abus de ressources publiques pour l'obtention de gains ou de bénéfices privés, mais qui ne soient pas qualifiables comme des faits délictuels compte tenu des définitions du code pénal espagnol. Donc la mission de l'Office antifraude se situe dans une zone grise délimitée par, d'une part, les faits criminels que nous ne pouvons pas investiguer car c'est une matière réservée au parquet anticorruption espagnol, et de l'autre part, disons, la simple mauvaise gestion des affaires publiques. Nous développons cette mission dans un domaine d'activité très restreint qui est celui du secteur public. Dans ce domaine d'activité, merci Philippe. Troisième défi, je dois parler plus lentement. Merci. Ok. Dans ce domaine d'activité qui est le secteur public, l'Office antifraude dispose d'importants pouvoirs d'enquête et peut accéder à beaucoup d'informations et de documentation relevantes, mais l'Office n'a, excepté dans certains cas très très spécifiques, pas accès à des données bancaires, à des données économiques du secteur privé, les données de la FIU espagnole, le CEP Black, les données fiscales. Donc, dans ce, disons, contexte, avec cette mission et dans la configuration de l'Office antifraude, vraiment, nous ne pouvons pas, au sens strict et dans leur littéralité, appliquer, parce que ce n'est pas inhérent à notre mission et à notre façon d'être, vraiment les recommandations du GAFI. En répondant à la deuxième question du point de vue opérationnel, l'Office applique une approche différente du management et de la gestion de l'information. Si la règle, l'une des règles principales de toute enquête financière est celle de suivre la piste de l'argent, c'est-à-dire de suivre de tracer le mouvement des flux économiques, dans notre cas, peut-être l'un des leitmotifs de notre méthode serait de suivre et de tracer et de créer la carte des relations entre les personnes physiques, personnes morales, ce qui est un élément essentiel pour détecter les situations qui sont l'objet de nos investigations, les conflits d'intérêts, les relations de favoritisme, etc., toujours dans le domaine où n'arrive pas le droit pénal. En fait, donc, l'Office antifraude, de par sa mission, de par sa configuration légale, de par son domaine opérationnel d'activité,
et de par sa méthode, n'est pas à même réellement d'appliquer strictement les recommandations du GAFI. Ceci dit, nous les utilisons, nous les connaissons, et en fait, elles nous servent pour ainsi dire d'inspiration pour établir une version adaptée à nos limitations, à nos objectifs. Et essentiellement, ce que nous utilisons et ce que nous tâchons d'implémenter, c'est plus la méthode, c'est plus, pour ainsi dire, la philosophie de ces recommandations, plus que les mesures concrètes qu'elles contemplent. Je dois aussi dire que parce que l'Office antifraude n'a que 3 ans d'existence et que son domaine d'activité est quelque chose qui n'a pas de précédent en Espagne à échelle européenne. Il y a certaines institutions, dont le Service central de prévention de la corruption français, qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement la même chose. Nous sommes encore dans la phase de bâtir notre modus operandi, notre, pour ainsi dire, manuel opérationnel propre. Et donc, j'invite, si possible, à reproduire ce colloque d'ici 4-5 ans. Probablement, ma réponse sera différente. Ceci pour ce que nous pourrions appeler un aperçu général de l'interaction de l'Office antifraude avec les recommandations du GAFI. Mais je veux maintenant faire brièvement référence à un cas très concret. Si la règle générale que je viens d'énoncer, que l'Office antifraude n'est pas une institution qui implémente les recommandations du GAFI, il y a l'exception, une exception très récente, un cas auquel nous avons été confrontés suite à une dénonce présentée devant l'Office qui précisément portait sur des faits potentiellement constitutifs de blanchiment. Et de ce cas que je vais très rapidement vous résumer, je crois que l'on peut extraire une réflexion très intéressante, un petit début de réflexion, et je vous invite à tous à la développer. Et c'est quelque chose qui, en un certain sens, va au-delà des recommandations du GAFI, qui peut même en amplier le domaine opérationnel. Merci. La dénonce que nous avons reçue faisait référence à la construction d'une infrastructure publique, d'un port public dans une ville portuaire espagnole grande, destinée à recevoir des yachts de grand luxe. Et ce qui était singulier dans cette dénonce, c'était que ce projet allait se mener à terme à travers un partenariat public-privé. La dénonce que nous avons reçue nous disait que la partie privée de ce partenariat prétendait en réalité blanchir de grandes sommes d'argent. Nous sommes en train de parler de 10-30 millions d'euros à travers cette opération. Il s'agirait, disons, de la dernière phase de blanchissement, la réinjection de ces sommes dans l'économie légale à travers ce partenariat public-privé. Dans la phase préalable d'analyse menée à terme par la direction d'analyse de l'Office, nous avons constaté qu'effectivement, d'une part, il y avait cette partie privée était structurée à travers une série de sociétés avec très peu de capital basées aux îles Caïmans, Chypre, aux Néderlandes, dans d'autres juridictions pas trop collaboratives de ce point de vue, et que l'origine des fonds, dans une première version, était un fonds financier basé aux îles Caïmans. J'ai dit la première version car finalement ce fonds a été déclaré en banqueroute par une cour des îles Caïmans et la deuxième source de financement était une série de crédits Sharia. Donc devant tous ces éléments, l'Office a transféré cette affaire à la FIO espagnole, au CEP Black, devant ces indices de potentiel blanchiment. Et ce que je retiens, l'affaire a eu un certain écho médiatique. Et ce que je retiens, c'est les déclarations de l'un des membres du conseil municipal de la municipalité de cette ville portuaire qui, interrogé sur ces faits, a déclaré « Je connais personnellement monsieur Intel, le propriétaire CEO de ces entreprises, du partenaire privé. Je réponds de son honorabilité et je n'ai pas à m'interroger sur l'origine des fonds qu'il prétend investir dans ce projet qui est bon pour la ville, bon pour l'économie, etc. »
Ces déclarations m'ont fait réfléchir et m'ont fait remarquer qu'en fait, les administrations publiques ne sont pas des sujets obligés par les obligations de Customer Due Diligence et se trouvent donc en dehors du périmètre d'application de ces recommandations. Or, ces formules de partenariat public-privé sont appelées à avoir une importance croissante dans les années à venir. Je m'en remets à tout ce qui a été dit dans le livre vert de la Commission européenne sur les partenariats publics-privés. Le projet Juncker d'investissement à échelle européenne prévoit une partie importante de partenariats et de financement privé de ces infrastructures publiques. Donc, et c'est là la réflexion avec laquelle je finis, il faudrait peut-être reconsidérer la possibilité d'étendre le périmètre d'application des mesures de Customer Due Diligence, des mesures préventives anti-blanchissement, et en couvrir aussi le secteur public, le domaine où se déroule notre activité. Et c'est un point de départ pour une réflexion plus poussée. Merci pour votre attention. Alors, voilà, merci beaucoup Bruno pour cet exposé très éclairant. C'est pas parce que les normes ou les recommandations du GAFI ne couvrent pas forcément l'ensemble du périmètre de ton activité que tu ne nous as pas apporté quelque chose aujourd'hui. Au contraire, je pense que tu nous as rappelé aussi que tout ne va pas de haut en bas, mais aussi les choses viennent de bas en haut. Et on a parlé ce matin des études de cas qui, en termes de recherche, devraient être, à mon avis, un point crucial dans ces secteurs d'activité. Le cas lui-même, c'est la base de tout. Tu nous as montré aussi que par l'expérience, en fait, tu allais nous amener la prochaine fois, et on se réjouit déjà, des cadres conceptuels qu'on n'avait pas encore imaginés aujourd'hui, au travers des expériences que vous allez réaliser encore maintenant. Voilà, je voudrais remercier tous les orateurs. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur action. Je voudrais aussi remercier, avant de céder la parole à Philippe, que je vois qui est un peu stressé par le repas, qui est légèrement en retard. Mais je te promets, Philippe, c'est 1 minute, mais 1 minute quand même que je tiens beaucoup à remercier les traducteurs, traductrices. Et comme Umberto Eco le disait, la traduction est la langue de l'Europe. Donc on les remercie beaucoup et je propose de les applaudir.